RMC, After Paris, François Pinet. After Paris, 21e épisode. Salut à tous, merci de nous retrouver. Vous pouvez nous écouter, vous le savez, en podcast sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous regarder à la télé sur After Foot Télé et puis bien sûr sur YouTube. Merci à tous de nous laisser vos commentaires. On va faire le bilan de cette phase de Ligue des Champions pour le PSG qui nous offre, et on est content, 2 matchs de plus à venir. Ça sera au mois de février contre Karabakh ou Monaco. Tirage au sort ce vendredi. L'aller le 17 ou 18 février. Retour le 24-25 février. Pour faire ce bilan, je sors l'équipe type avec Jimmy Brown, bien sûr. Salut Jimmy. Est-ce qu'on est vraiment content, François ? Je suis pas sûr. Ah bon ? Bonjour François, bonjour tout le Ça monde. va nous faire des débats. On va pouvoir en parler dans After Paris. Ça va être extraordinaire. J'espère que le PSG Karabakh ou le PSG Moi je prends, ouais, je prends parce que sinon on s'ennuie. Ouais, formidable. Julien Taxi, c'est là. Salut Julien. François, ouais, ça aurait pu être un autre adversaire à quelques minutes près, mais vrai. Franchement on prend, et puis on a la sensation quand même depuis quelques semaines que Luis Enrique les voulait, ces barrages, donc il les a. Voilà, finalement, il les a. On va en parler de Luis Enrique, est-ce que c'est une bonne chose ? On va parler de tout ce bilan, mais on va revenir aussi bien sûr sur ce match face à Newcastle. Le PSG accroché un partout, plusieurs questions autour de ce match, puisqu'il y a le choix notamment assez fort de faire démarrer Safonov. Il y a la blessure de Kvaratskhelia, on va vous donner des informations dans un instant. Et puis ce niveau de jeu, puisque quand on regarde la composition d'équipe alignée par Luis Enrique au départ, c'est quasiment l'équipe type. Ruiz était absent, c'est Zahir Emery qui a joué au milieu de terrain. Ensuite, on peut discuter Barcola ou Doué qui est entré en jeu. Bref, c'est l'équipe vraiment quasiment type. Est-ce que ce match t'a déçu, Julien ? Oui, il m'a déçu, déjà de par le résultat, parce que on peut en reparler autant qu'on veut, ça aurait quand même été mieux de terminer dans le top 8, voire le top 4. Il y avait aussi la perspective de jouer les matchs retour jusqu'au quart de finale à domicile. Oui, dans le contenu, parce que j'ai l'impression de revoir ce que je vois depuis 2-3 matchs, c'est-à-dire un PSG vraiment pas rassurant sur la durée. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain commence bien hier avec le pressing, les occasions, le penalty raté. Tu peux plier le match quasiment dans les 20 premières minutes et tu te retrouves finalement déjà à faire match nul, mais à piocher, je sens et je trouve physiquement au fur et à mesure de la rencontre. On sentait que Newcastle, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Auxerre vendredi dernier, se trouver des velléités parce que le PSG était moins bien physiquement, moins bien dans le pressing, moins bien dans l'animation offensive. Donc oui, il me déçoit, il m'inquiète plus qu'il me déçoit. C'est toujours tu peux faire match nul au Parc des Princes contre Newcastle, ça c'est pas le souci, mais la séquence et la tendance actuelle, je la trouve pas très rassurante, parce que ça soit contre le Sporting, contre Auxerre et contre Newcastle, j'ai vu et j'ai senti un PSG qui, au fur et à mesure du match, baissait physiquement. Tu mets ça sur le compte de la fatigue. Alors c'est vrai qu'il y avait des joueurs, par exemple comme Neves, qui revenait de blessure, qui a plongé physiquement très clairement, qui n'a pas d'impact. C'est pas le Hakimi qu'on a connu bien sûr. Avant blessure et avant la CAN et tout ce qu'il a à digérer maintenant. Oui, tu t'as pas Joao Neves à 50%, c'est pas la même chose. Warren Zaïre Emery qui remplace Fabien Ruiz. On va me dire quel Fabien Ruiz, mais voilà, le Fabien Ruiz de la deuxième partie de saison dernière, c'est pas le même joueur non plus. Tu sens que Dembélé, c'est pas encore ça. Tu sens que Doué, on a guigné le pauvre Doué en début. Ah oui, alors Doué, on a fait un after Paris pour dire que c'était l'année de Doué, 2026. etc. On c'est vrai que semaine depuis, après semaine, il met pas un pied devant l'autre. Non mais c'est un vrai sujet. Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il entre en jeu, il est là pour justement faire des différences et il est plein de bonne volonté, mais j'ai l'impression de revoir le Doué de ses débuts au Paris Saint-Germain. Soit c'est peut-être un peu trop de facilité, qui en fait trop. C'est aussi un problème physique, c'est possible aussi. Oui, mais on s'est beaucoup concentré sur la séquence, et on va y revenir quand on fera le bilan, je pense, du Paris Saint-Germain avec ses blessés. La séquence du Paris Saint-Germain avec le retour des blessés est plus compliquée que celle de l'automne, où finalement j'ai la sensation que le PSG contre le Barça, contre Tottenham, a été porté par une forme d'euphorie, peut-être un petit peu galvanisé par l'adversité des blessés, mais avec le retour des blessés, c'est plus compliqué et on sent presque un gouffre physique plus important qu'à l'époque. Bon, alors c'est vrai que Luis Enrique s'est pas caché, mais il a parlé de son équipe comme étant la meilleure sur le terrain. C'est vrai que s'il y a le penalty marqué par Dembélé, ça change peut-être la physionomie du match. Ils ont commencé très fort et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu cette réussite. C'est un autre élément quand même de cette séquence, puisque tu parlais de séquence un peu négative, c'est ce manque d'efficacité.
malgré tout. Alors, il n'y a pas eu énormément d'occasions non plus, mais... Non, mais en fait, t'as 24-25 tirs quand même. Ok, t'as quand même pas d'occasion, mais en deuxième période, t'as un nombre de tirs qui est hallucinant. Alors voilà, pas dans les bonnes positions, pas avec suffisamment de conviction aussi. Je les ai trouvés parfois, certains, Ousmane Dembélé hier, parfois un petit peu en dilettante aussi, mais oui, le problème de l'efficacité est une chose, mais on sait que par séquence, sous Luis Enrique, ça arrive, ça revient, et puis ça se termine comme ça se termine la saison dernière, c'est-à-dire avec une équipe qui tourne à plein régime et qui marque 3 buts de moyenne par match. C'est pas ce qui m'inquiète le plus, je me répète, c'est de voir cette équipe piocher, plonger et ne plus avoir l'intensité, le physique, tout ce qu'elle peut mettre dans le match qui la rend si particulière. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, et je pense qu'à force que le grand public et tout l'environnement autour du club disent et répètent que le jour où tu retrouves ton 11 type, tout va bien se passer, peut-être que inconsciemment les joueurs dans leur tête, ils se sont dit, il suffit en fait, non. C'est pas comme ça, il suffit pas d'aligner les 11 mecs qui ont fait les 10 joueurs de champ, et encore on les avait pas les 10 hier, mais les 10 joueurs de champ qui ont fait la finale de Ligue des Champions, pour se dire en un claquement de doigts, hop, tout va redevenir comme avant, on va marcher sur tout le monde, etc. Non, ça se passe pas comme ça, c'est plus compliqué, les états de forme sont disparates, et franchement, on le répète semaine après semaine, mais la condition physique et ce qui avait permis aussi, je pense que c'est un élément prépondérant dans la conquête du titre européen la saison dernière, c'est cette manière de presser, d'être une équipe au-delà de la qualité de vitesse, de virtuosité, parfois des attaquants, etc. Tu avais l'impression d'affronter une machine quand tu affrontais le PSG, qui faisait mal, qui impactait l'adversaire. Et ça, tu l'as perdu. Ouais. Et ça, je sais pas si tu vas... La grosse interrogation, c'est de savoir si tu vas réussir à le retrouver d'ici un mois. Là, parce que le barrage, même si t'es pas à 100%, normalement, que ce soit Karabakh ou Monaco, ça devrait bien se passer. Mais là ça va monter très très haut, très avec fort. Soit le Barça, soit Chelsea en 8e derrière. Pas pareil. Alors effectivement, tu en parlais, c'est vrai qu'on l'a vu par séquence, ce PSG qui laissait des trous au milieu de terrain, et c'est vrai que quand il n'y a pas ce travail, notamment du milieu de terrain, de pressing, de récupération de balles assez vite, et les trois de devant aussi. Ils peuvent être vite en difficulté. On l'a vu Marquinhos en fin de match avec la vitesse des attaquants de Newcastle, il a été mis en difficulté aussi. Donc c'est vrai que ça c'est un truc qu'on voyait pas au Paris Saint-Germain. Ouais, mais c'est comme le disait Jimmy, c'est une question de collectif. Quand t'as Hakimi qui est pas au niveau, Nuno Mendes qui est peut-être un peu moins bien que la saison dernière. Quand Dembélé fait pas les courses d'acharné qu'il faisait la saison dernière. Quand Kvara sort à la 22e, Barcola fait les efforts, Doué peut-être un petit peu moins qu'il y a que la saison dernière. C'est plus collectif, parce que si tu regardes finalement au milieu de terrain, Vitinha est le meilleur encore hier soir. João Neves revient, manque peut-être aussi un petit peu de caisse, mais je l'ai pas trouvé mauvais hier soir. Et Warren a aussi été plutôt bon hier soir. Match, Donc le focus sur le milieu de terrain, il est à remettre en perspective finalement avec tout le reste. C'était un collectif qui est plus le même, qui est plus aussi homogène que la saison dernière. Alors la frayeur, vous en avez parlé, c'est Kvaratskhelia, et on a des bonnes nouvelles à vous donner dans After Paris. Ça a été communiqué par le Paris Saint-Germain, donc ce sont des informations du club. 8 à 10 jours d'indisponibilité pour Kvaratskhelia. La frayeur était réelle puisqu'on a vu sa cheville tourner. Il y a eu vraiment la frayeur au PSG hier, parce qu'ils avaient peur justement que les ligaments de la cheville soient touchés. Donc c'est vraiment rassurant, les examens qui ont été passés. On a vu l'image brièvement là, quand tu vois Hakimi le soutenir et tout pour sortir. Moi je me suis vu mort. Moi j'ai revu Hakimi contre le Bayern. Pareil, exactement. Et d'ailleurs j'étais scandalisé qu'il n'y ait pas. Pour moi c'est rouge tous les jours. La faute hier soir. Pas de verre. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais j'ai eu très très peur. Et là c'est quand même très rassurant de se dire que 2 semaines, il faut effectivement toujours un petit peu de temps pour revenir à 100%, mais là quand le ligament n'est pas touché, normalement ça devrait bien se passer. En 8e il devrait être en pleine forme, mais c'est fondamental d'avoir un Kvara à 100% pour aborder les gros matchs qui vont arriver là. Et sans Kvara, on va aborder un thème qui t'est très cher, c'est-à-dire le mercato. Sans Kvara, t'étais vraiment dans une situation, si tu le perds pour 8 semaines... j'aurais peut-être réfléchi. Là, c'est pas des infos que je vous donne. La réflexion se serait peut-être ouverte, parce que dans une période où Barcola, ou Dembélé, ou Doué sont sur des courants très alternatifs, qui est-ce que tu as derrière? Tu as Ibrahim Baye, t'as Quentin Djantou. Donc pardon, mais moi je vous renverse la question, c'est-à-dire que s'ils réfléchissent pas entre guillemets, c'est qu'ils présument que plus personne va être touché, que tout va bien se passer comme l'année dernière en fait, que on va être immaculé, qu'il va y avoir 6 mois sans aucune blessure. Moi je pense il faut se référer à l'After Paris de la semaine dernière sur le mercato. Le calcul qui est fait, c'est celui-là, parce que là il relance le débat. On prie et on se dit on n'aura pas de blessés, tout va super bien se passer comme ça s'est super bien passé l'année dernière. Écoute, si on est croyant, on est croyant. Il reste plus beaucoup de jours avant la fin du mercato. La réflexion est différente avec une blessure de Kvara.
verra maintenant. Soyons croyants. Oui, je pense que c'est la posture et la position. Non, mais On comme le nous le répète disait depuis Fabrice le début de Hawkins cette la semaine dernière, il y a eu cette opportunité de marché de Dro Fernandez, mais il n'y a pas eu de grande manœuvre initiée par le Paris Saint-Germain. Et l'autre élément important d'hier, avant de passer au bilan plus général sur cette Ligue des Champions, c'est le choix de Safonov. Alors pour le coup, je pense que personne ne s'y attendait, même si on avait bien compris que Safonov était de retour de blessure après une fracture à la main, donc il était dans le groupe, mais personne ne s'attendait à le voir titularisé par Luis Enrique. Comment vous jugez ce choix? Juste avant de vous entendre, on va écouter justement Luis Enrique, puisqu'il a été interrogé en conférence de presse juste après la rencontre, et il maintient le flou dans la hiérarchie des gardiens parisiens. Quand tu vois mon décision ou mes décisions, ce sera très clair pour tout le monde. Et je n'ai aucun problème en faire de la rotation avec les gardiens. Je ne sais pas si ferai ça ou pas, mais je suis un entraîneur ouvert à exiger et à demander à mes joueurs d'être prêts dans tous les moments. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Alors, est-ce qu'on peut le croire ou non? Il ne sait pas ce qu'il va faire. Voilà ce que dit Luis Enrique. C'est contradictoire parce qu'il a commencé sa phrase, Oui, sa réponse par sa phrase préférée où il dit moi c'est pas mes paroles qui parlent, ce sont mes actes. Et là les actes ils sont clairs. Safonov il revient, il est dispo, il est numéro 1. Bah mais enfin je veux dire si l'interprétation c'est quoi? C'est que c'est Safonov le nouveau numéro 1 et il était numéro 1 avant sa blessure. Il explique après qu'il n'a pas forcément de numéro 1 et qu'il aime bien faire pour autant à chaque fois que Safonov a été disponible depuis qu'il a commencé à être titulaire, il a été titulaire. C'est son premier match là, où il était dans le groupe et il le met tout de suite dans les cages. Pour moi, il n'y a plus de débat en fait. Comme tu le disais, on s'y attendait pas. Honnêtement, c'est vrai que la saison dernière, on attendait toujours la petite dinguerie là sur les compos. Il s'était un peu calmé là-dessus. Bon, bref, je pense que dans l'esprit aujourd'hui de Luis Enrique, il a beau dire le contraire ou voilà manier une certaine langue de bois sur le sujet qui est toujours un peu sensible. Oui, Safonov est numéro 1. Moi, le timing m'interpelle quand même un petit peu parce que j'avais la sensation qu'on était sur une fin de séquence finalement avec la fin des matchs de poule, que Lucas Chevalier était revenu. Alors certes avec des matchs pas. Ah mais t'as eu le Sporting, Julien. Oui, bien sûr. Tu as eu le Sporting et finalement, je pense que dans la tête de Luis Enrique, ce qu'il faut lire et décrypter, c'est que Safonov est aujourd'hui le numéro 1 depuis son intérim réussi, depuis la blessure de Lucas Chevalier. Et pourtant, là, je me permets de donner mon avis sur le match d'hier. Il ne m'a pas spécifiquement rassuré, Safonov. J'ai l'impression qu'il a les mêmes défauts. Parce que sur le but, tu peux rien lui reprocher. Que Chevalier, les sorties aériennes, il y a quelques gestes qui sont pas nets. Il y a moi, c'est surtout le jeu au pied. Certains gardiens de haut niveau le font et il a relâché un ballon sur une frappe qui semble anodine et il s'est repris à 2 fois. Bon, ça arrive à tous les gardiens, mais je le trouve pas ultra rassurant non plus. Il a été plutôt bon lors de la séquence quand il a remplacé Chevalier, mais ça a été aussi marqué par rassurant sur l'échelle Chevalier sur les derniers mois. Tu le trouves rassurant comment? Franchement, il te coûte pas de but. La différence entre Safonov et Chevalier, pour l'instant, moi, c'est mental. C'est-à-dire que effectivement, tu as un Safonov qui est mort de faim, bien sûr, qui a envie de prendre la place, et qui dégage quelque chose. Qui le dit. Il n'a pas peur. Il veut être numéro 1. C'est que ça. Il a clairement dit d'ailleurs hier après le match. Voilà, pour moi, c'est très clair. Il n'y a pas de numéro 1, pas de numéro 2. Enfin bref, il est vraiment dans cette mission de concurrencer le plus possible Lucas Chevalier. Ça, c'est clair que dans la tête, il y en a un qui va mieux que l'autre. Mais c'est que ça. On a toujours dit qu'intrinsèquement, Chevalier c'était un meilleur gardien que Safonov. Encore une fois, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais sauf que visiblement, ça joue. Si vous me dites que c'est sûr qu'il est numéro 1, je ne sais pas si Luis Enrique a bien vu le match hier, mais moi je ne l'ai pas trouvé ultra rassurant. Non, mais il faut se rappeler encore une fois de la saison dernière où Luis Enrique avait fait ça avec Donnarumma, du match au Bayern. Alors ça s'était pas bien passé pour Safonov, ça avait challengé Donnarumma, mais moi je pense que c'est aussi la manière de faire de Luis Enrique par rapport aux gardiens. C'est pas très conventionnel. Certains ne supportent pas l'alternance chez les gardiens. Et on a l'impression que Chevalier il la supporte mal. Certes, il répond mal, tu vois. Autant l'année dernière il avait bien répondu Donnarumma, autant Chevalier cette année c'est plus compliqué. Et vu que Safonov il te coûte pas entre guillemets, bah il continue. Tant qu'il ne te coûtera pas, il continuera. Alors donc le pari de Jimmy pour Strasbourg PSG ce dimanche. C'est Safonov dans la cage. Mais ça n'a aucun sens. On en discute la semaine prochaine quand tu auras Chevalier qui il faut quand même un petit peu de continuité, de suite dans les idées. Tu peux alterner sur différentes séquences, mais pour moi, ça n'aurait aucun sens si Chevalier revenait dimanche contre Strasbourg. Oui, donc toi, oui, mais après, on est d'accord. Après, il y a le match contre Marseille, qui est peut-être le match qui compte encore plus que. Je sais pas. C'est difficile à décrypter. Si tu mets Safonov contre Strasbourg, mais Chevalier contre le PSG, contre Marseille, peut-être que. Moi, pour moi, Safonov, tant qu'il n'a pas fait une cagade, il ressort pas. Ok.
Bon, je bah, pense qu'on le voit jusqu'aussi au barrage. Et c'est ce que j'avais dit avant sa blessure, d'ailleurs, quand il avait enchaîné après Je pense qu'il a marqué les esprits sur cette finale de Coupe intercontinentale, notamment. C'est des images qui marquent. Le match qu'il fait, la séance de tir au but, tout le groupe avec lui, etc. Il dégage un truc, ce gardien. Même si c'est effectivement pas très académique, même si il a 1000 défauts, même si on est très, très à milieu du niveau de Donnarumma la saison dernière. Il y a peut-être un élément, c'est aussi qu'il rassure peut-être aussi un peu plus ses coéquipiers. Ah oui, même si sur le jeu au pied si cher à Luis Enrique, il l'a attrapé 2-3 fois hier. Il a balancé 2-3 ballons et Luis Enrique l'a un petit peu repris là-dessus. Mais bon, oui, il dégage quelque chose d'un petit peu plus rassurant et serein que Lucas Chevalier en ce moment. Alors, on a débriefé ce PSG Newcastle. N'hésitez pas à vos commentaires. On continue. Vous restez à l'écoute de l'After Paris. Deuxième partie dans un instant. Deuxième partie d'After Paris avec Jimmy Brown, avec Julien Taxis. Après avoir débriefé ce dernier match de phase de Ligue des Champions, on va faire un bilan tout simplement de cette compétition pour le Paris Saint-Germain et se poser cette question. Tu l'as un petit peu évoqué, Jimmy, tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut imaginer un PSG qui, avec les matchs coup près qui vont arriver, va retrouver sa splendeur d'antan? On va faire le bilan et d'abord vous rappeler les résultats, même si vous les avez en tête. Il y a eu plusieurs phases dans cette phase de Ligue des Champions, puisque ça a commencé très fort avec 3 victoires, 4-0 contre l'Atalanta, la victoire au Barça qui a été notable, puisqu'il y avait notamment l'émergence de jeunes joueurs qui ont permis cette victoire-là à Barcelone, le 7-2 face au Bayer Leverkusen, et puis ensuite, la machine s'est un petit peu enrayée avec la défaite au Parc face au Bayern Munich 2-1, la victoire ensuite face à Tottenham, et la séquence plus récente des 3 derniers matchs, seulement 2 points pris sur 9 possibles, puisqu'il y a le match nul à Bilbao, le match nul hier contre Newcastle et la défaite contre le Sporting. Avec tout ça, le PSG qui termine 11e avec 14 points. Vous vous souvenez du nombre de points l'année dernière? T'as bossé. Ouais, 13 points. 13, ça se joue mais tu finis pas 11e, tu finis plus bas la saison dernière. Ouais, tu finis un peu plus bas. Ça se joue à un match nul qui est remplacé par une défaite la saison dernière. Mais sauf que là, tu démarres par un 9 sur 9 et sur les 5 derniers matchs, tu es sur un rythme de non qualifié. Tu as 5 points en 5 matchs. C'est la dynamique inverse totale. Voilà, la dynamique n'est pas du tout la même que la saison dernière. Parce qu'on n'arrête pas de comparer à chaque fois en disant oui, mais vous en faites pas. Tu finis par 3 victoires l'année dernière. Ah oui, tu finis Salzbourg, et Salzbourg, dans le désordre, c'est ça. Donc c'est pas la même chose. Et mais après, ça peut s'expliquer aussi. L'adversité n'était pas la même. Où tu as déjà ces points engrangés, tu peux t'autoriser dans cette formule. Moi, je pense pas qu'il se soit autorisé quoi que ce soit. En Ligue des Champions, à chaque fois, tous les matchs, ils les ont bons où tu gagnes pas forcément. Tous les matchs, ils les ont joués en Ligue des... Autant en championnat, ce truc où tu prends un peu les matchs à la légère, etc. Il peut exister. Autant en Ligue des Champions, c'est tellement un objectif important pour le club que je pense qu'à aucun moment tu rentres en te disant je vais gérer, etc. C'est juste que c'est la réalité du moment de cet effectif-là qui est compliqué. Et puis le seul match que tu mérites de ne pas gagner, c'est le Bayern, parce que sinon ils sont largement au-dessus et les autres, t'as fait le match à chaque fois. Bilbao, tu dois gagner, Sporting, tu dois gagner, et puis bon, hier soir sur un match, tu peux gagner, il y a pas entendu, mais tu peux gagner. Julien, puisqu'il y a une dernière occasion. Tu peux le perdre aussi. Oui, mais bon, sur les statistiques, oui, tu es dominé. Après, s'il y a un élément pour rassurer un peu tout le monde, c'est quand même l'adversité à laquelle tu as fait face pendant cette phase de Ligue. Je crois que tu as 4 adversaires qui sortent top 8. Ce qui est quand même assez fou. Et tu en as 7 sur 8 qui sont qualifiés pour la suite de la compète. Merci, j'allais t'appeler Luis Enrique, puisque c'est ce qu'il répète depuis non, mais c'est vrai, pour le coup, il a raison plusieurs semaines. Voilà les adversaires du PSG. Effectivement, 4 équipes sont dans le top 8 à l'issue de cette phase de Ligue. Bayern, Tottenham, Barcelone, Sporting. 3 équipes classées 12e, 15e et 16e, donc ça veut dire qu'elles seront tête de série lors du barrage. C'est Newcastle, Atalanta et Leverkusen. Seul Bilbao fait partie des équipes éliminées parmi les adversaires du PSG. Il y a 2 chiffres quand même intéressants pour aller dans le sens de ce que tu dis et de ce que dit Luis Enrique. En moyenne, les adversaires du PSG ont inscrit 14,62 points. Voilà, pour être dans le détail. À titre de comparaison, par exemple Tottenham, si on fait la moyenne des points pris par les adversaires de Tottenham, c'est 7,5 points. Voilà, Tottenham qui a affronté Villarreal, Bodo Glimt, Monaco, Copenhague, Slavia Prague, Dortmund et Francfort, en plus du PSG. La moyenne de place, c'est la 11e place aussi. Ça, c'est un autre chiffre. Ça veut dire que c'est une moyenne très haute. L'équipe qui vient derrière, c'est Bruges qui c'est 14 la moyenne des places des adversaires affrontés. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros,
Ce qu'on est en train de dire, c'est que je regarde Arsenal, ils ont joué Bruges, Kairat Almaty, Slavia Prague. T'as pas eu ces adversaires pour le PSG. Le calendrier, Luis Enrique, il est catastrophique. Il était catastrophique pour le PSG. Les deux équipes que tu prends au chapeau 4, c'est Bilbao et Newcastle, qui sont pas des équipes. Ça ressemble pas du chapeau 4, quoi. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, François. Le problème, c'est que ça risque de se reproduire quasiment chaque année, de par la structure du tirage. Vu qu'en chaque fois, t'es qu'avec des Anglais, ils peuvent pas s'affronter. Tu vas regarde la saison précédente, à une ou deux exceptions près, tu avais aussi cette équipe très solide. Bien sûr. Donc c'est recevable pour vous, cette explication de Luis Enrique. On va l'entendre justement parce que pour lui, ça peut même être un avantage d'avoir affronté des équipes aussi fortes. Écoutez Luis Enrique. S'il y a une équipe prête pour les barrages et pour quel que soit l'éliminatoire, c'est nous. C'est clair. Il faut améliorer. Je suis le premier que pense ça. Ce que c'est positif pour moi, c'est que quand tu joues tout le temps contre équipes de très haut niveau, tu es prêt pour les prochains barrages, pour les prochains matchs. Et oui, voilà, il le dit, Luis Enrique, l'avantage c'est qu'avec cette adversité, on est prêt pour les barrages. Et il l'avait déjà dit que son équipe était faite pour ce genre de rendez-vous. C'est-à-dire les matchs coup près, les matchs à élimination directe, voilà, ce sont des rendez-vous pour le PSG. Est-ce que vous partagez cet optimisme de l'entraîneur espagnol sur ce qu'on a vu ? L'argument est recevable. Après, est-ce que je partage l'optimisme ? Non. Encore une fois, pour les barrages, pour moi, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Mais après, la montagne va s'élever, que ce soit Chelsea, que ce soit Barcelone. Tu penses pas justement les barrages peuvent être un déclencheur de quelque chose ? Tu vas jouer Karabakh ou Monaco, ça va déclencher quoi ? L'année dernière, c'est City qui déclenche, c'est pas Brest. Oui, mais après, c'est pas le fait d'avoir cartonné Brest qui a fait que. Et ce ne sont pas les mêmes matchs. En tous les cas, depuis le début, il les veut, les barrages. Ça fait quand même 2-3 fois qu'il a répondu à cette question-là en disant bon, on veut terminer top 8. C'est pas politiquement correct de dire non, on veut pas terminer dans le top 8, mais il les veut parce qu'il sent que, un petit peu, à la manière de ce que l'on disait l'année dernière, le PSG était arrivé sur les barrages. Alors oui, Brest avait été une formalité, mais sur une dynamique lancée avec 3 victoires, dont celle contre City. Il manque aussi non seulement la dynamique, et puis peut-être aussi ce match clé. Alors on l'aura peut-être pas à l'instar de ce qu'avait pu être le match contre Manchester City la saison dernière, mais arriver, et peut-être ça ne sera jamais le cas, mais arriver à retrouver cette intensité qui avait été celle notamment, on parle souvent de City comme match clé, mais pour moi ce qui est clé aussi la saison dernière, c'est la première période contre Liverpool. L'ensemble du match aller contre Liverpool où tu as beau perdre, tu sens qu'il s'est passé quelque chose sur ce match-là, que le PSG était devenu un rouleau compresseur. Et effectivement, on en est loin. Les barrages peuvent peut-être aider à avancer vers cet optimum. Je vous sens prudent sur ça. Mais peut-être ne retrouverons-nous jamais, le PSG ne retrouvera jamais, et c'est d'ailleurs l'hypothèse, moi je trouve la plus probable. Ce niveau de la saison dernière. Et ce sera pas dramatique, parce que c'est encore une fois, ce qui s'est passé la saison dernière, c'est extraordinaire. Personne n'imagine le PSG la remporter chaque année, etc. Après, il vaudrait mieux quand même que le 8e de finale, ils arrivent à se sublimer, parce que si ça s'arrête en 8e, je pense qu'il y aura quand même... Ça laissera un goût amer sur les décisions qui auront été prises, etc. Mais on n'en est pas là. Et puis derrière, après, il y a le risque d'une saison blanche. Ça ferait quand même tâche. Enfin, bon, la Ligue 1 peut-être qu'à terme, mais t'as peut-être plus en Coupe de France. Et à minima d'une fin de saison en roue libre, parce que ça peut être long. C'est mois de mars, ça se termine. Mais bon, on n'en est pas là. Moi, l'année dernière, personne n'imaginait le PSG faire ce parcours. Ils peuvent tout à fait se sublimer. Barcelone, ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. C'est un adversaire qui leur réussit. Et Chelsea, il y a une revanche à prendre par rapport à la Coupe du Monde des clubs, ce serait sympa. Moi, j'aimerais bien Chelsea. Mais moi aussi, j'aimerais Chelsea, parce que c'est vrai que le Barça, on connaît, on fait quasiment tous les ans. Et Chelsea, ça a été l'adversaire, je pense, le plus fréquent du début de l'RQSI. On les a joués 2 ou 3. Mais vous êtes formidable. Ah, on va nous faire le coup de Par contre, moi je te le dis, vous êtes incroyable. Moi je te le dis. Mais moi je vais ressortir les bandes. Non mais s'il y a élimination, moi je le fais plus. Voilà, je m'engage, je ne fais plus ce podcast. S'il y a élimination contre Karabakh ou contre Monaco du PSG en Ligue des Champions, je m'engage, je réponds à la direction. Je ne ferai plus le podcast. Monaco ne met plus un pied devant l'autre. Et Karabakh, c'est 3 matchs gagnés. Je suis d'accord, mais bon, attendez quand même. Le football, vous avez vu, nous réserve parfois des surprises. Bien sûr, on a vécu des soirées folles cette semaine. Sur un aller-retour. Sur un aller-retour, ça sera très compliqué, trop compliqué, je pense. Bien évidemment. Là, pour le coup, on va s'amuser. On ferait des débriefs amusants si je pense. Et j'avais quand même une question aussi sur l'équipe type. C'est vrai que les formes évoluent, les formes changent, etc. On a l'impression qu'il est toujours dans la recherche de l'équipe type. Il l'avait trouvé la saison dernière à l'occasion justement de ces matchs coup près,
et c'est l'équipe qui ensuite est devenue championne d'Europe, et il avait laissé les remplaçants jouer la Ligue 1 parce qu'il n'y avait pas non plus en Ligue 1 un enjeu, une urgence. Là, la différence, c'est que tu es challengé par Lens en Ligue 1, et les états de forme sont disparates. Donc, c'est peut-être plus difficile de dégager une équipe type. Oui, mais à la différence de la saison dernière, je pense qu'il l'a déjà en tête. A priori, s'il n'y a pas de blessure, etc. C'est l'équipe finaliste de la Ligue des Champions. De toute façon, tu n'as pas eu de recrue, donc je ne vois pas pourquoi tu changerais. Tu peux mettre un Zaïre Emery qui intègre cette équipe. Si tu veux créer du débat, il y a une interrogation devant. Sortira des trois du milieu. Barcola et Doué, et effectivement, il y a peut-être une petite interrogation sur Warren. Mais... Oui, mais quand on parle d'équipe type, c'est-à-dire si tout le monde est à son pic de forme, les 10 joueurs de champ qui ont joué la finale, a priori, ils partent devant. Oui, sauf peut-être, je suis d'accord avec toi, Barcola peut peut-être aller chercher un des trois devant. Mais pour moi, Warren, que j'adore, Zaïre Emery, aller chercher Vitinha. Il n'y a pas de statut. Ou Joao Neves. Si Fabien Ruiz. Oui, mais le problème, c'est une question de profil. C'est pas une question de complémentarité, je suis d'accord aussi. Je pense que dans la complémentarité, etc., il est plus. Tu as besoin d'un régulateur. Il va falloir revenir au niveau du printemps dernier, parce qu'il n'y a pas de statut dans l'équipe de Parce que l'an dernier, Désiré Doué n'était pas spécifiquement dans l'équipe type. Il gagne sa place. Il gagne sa place, donc il peut y avoir aussi cet effet-là, ce moment-là. Mais tu vois, est-ce qu'on imagine par exemple un Ramos s'installer comme ça demain en numéro 9 ? Mais c'est ça peut-être le plus difficile. La question, c'est qu'il n'y a pas ce joueur peut-être qui va peut-être pouvoir créer après, cette ça se trouve, on va tous être époustouflés par Bruno Fernandes et il va arriver, bam bam. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque aussi un leader d'attaque, à l'image de ce que l'on avait la saison dernière avec Ousmane Dembélé, qui a quand même aussi porté l'équipe. Là, je le dis un peu toutes les semaines, mais c'est vrai que devant, Vara, Barcola, Doué, Dembélé, Ramos, n'en parlons pas parce que c'est pas un titulaire, mais sont tous dans des états de forme très disparates et il y en a aucun qui rassure et qui tient vraiment cette équipe. L'émergence d'Mbaye, peut-être. Moi, c'est ce que je me suis dit hier avec la blessure de Gvara. Alors, fort heureusement, ça ne sera pas très long, mais il y a peut-être un petit coup à jouer pour Mbaye. Exactement. Bon, on parie sur Mbaye. Pourquoi pas. On va s'arrêter là, messieurs. Merci beaucoup. Alors, avec on plaisir. se retrouve quand même la semaine prochaine. Avant le barrage, ça va pas encore se retrouver. Moi, c'est vraiment après barrage. Il va falloir qu'on trouve quand même un sujet, mais on trouvera. Il faut parler de Pacho. Moi, c'est depuis le temps qu'on veut parler de Pacho et qu'on trouve pas le temps de le faire. Mais vous voulez pas à chaque fois. Je vous propose. On va le faire. À chaque fois, chaque semaine, on lui dit Pacho. Il va jamais le faire. Je pense que la semaine prochaine, ça peut être une bonne occasion. Je dis ça. C'est toi le mettre à bord, bien entendu. Bon, alors Pacho, je note. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont se passer. Tu sais. Il se passe Strasbourg PSG dimanche soir. Attention. Tu vas avoir une recrue qui arrive. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Info. Zéro info. Ne soyez pas déçus dans les commentaires. Non, pour le mercato, faut After Paris, vous écoutez celui de la semaine dernière, et puis il y aura une spéciale mercato également lundi sur RMC à ne pas rater, disponible sur toutes les plateformes. Merci Jimmy, merci beaucoup, merci Julien. À très bientôt pour un prochain numéro d'After Paris. En attendant, likez, commentez et partagez. À très bientôt. Ciao. RMC After Paris.